et qui n'avait pas forcément d'a priori sur les étudiants qui venaient de l'étranger, quoi. On me disait que effectivement, oh la vache, ça va être dur, ça va être dur. Alors du coup, moi au départ, j'étais un peu stressé, mais après ça allait, quoi. J'ai vu des gens super. Ah putain, mais ça va être une mauvaise image des écoles. École étrangère, c'est ça? Les amis, bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast, le premier podcast vétérinaire où on va vraiment avoir un moment chill, de détente. On va parler conseils, animaux, médecine vétérinaire et puis des anecdotes un peu drôles de notre métier. Je m'appelle Sacha, je suis docteur vétérinaire depuis à peu près 1 an maintenant et je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour essayer de moderniser un peu le métier de vétérinaire qui pour moi était un peu dépassé. Pour ce premier épisode, vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Je ne le présente pas, il va se présenter tout seul. C'est un confrère depuis maintenant quelques mois qui est maintenant devenu plus qu'un ami. Flo, merci senior, d'être là. on peut le dire. Merci d'être là, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Floréal. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis diplômé, que je travaille en tant que vétérinaire généraliste. Avec Sacha, ça va faire 4-5 mois qu'on bosse ensemble. Ça va faire 4-5 mois. On a bossé quelques mois ensemble en périodique, c'était vraiment très spontané. Et 4-5 mois qu'on est en full-time. Et c'était intense. Ensemble. C'était intense et génial. Et ça passera dans les anecdotes. Ça c'est obligé, ça de toute façon. Flo, tu as fait ton parcours comme moi en Espagne. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu depuis le lycée, qu'est-ce qui s'est passé, où tu as fait tes études et ton ressenti par rapport à tout ça? Moi j'étais, donc de toute façon, moi j'ai toujours été dans le sud de la France. J'ai fait mon lycée là-bas et tout de suite après le bac, je suis parti directement en Espagne, vers Madrid, pour aller faire du coup une école vétérinaire. On peut la citer? On peut la citer, je pense que ça en aidera plus d'un. Exactement, donc moi c'était l'UAX, qui était donc près de Madrid. Et donc j'ai fait 5 ans et demi d'études là-bas. Et donc j'ai été diplômé, c'était en juillet 2022 que j'ai passé ma thèse de fin d'études. Et donc maintenant 2 ans que je 2 pratique. ans que tu travailles, t'es pas passé par un internat toi, donc tu as commencé à travailler directement, c'est ça? Exactement, moi j'avais au départ j'avais quand même l'idée de potentiellement faire un internat. J'avais pu en discuter avec certains collègues qui étaient déjà diplômés, qui étaient avec moi à l'école. Ça s'est pas fait parce que ça devait pas se faire. Je l'ai pris comme ça, même si sur le coup au départ c'était quand même une petite déception. Mais au final, que du bon. Je suis directement passé en tant que généraliste, donc en commençant par quelques consultations. On va en parler. C'est donc compliqué. l'UAX à Madrid. Mon Sacha, on a discuté un petit peu tous les deux de mon parcours en Espagne. C'est vrai. Et j'aimerais bien avoir un petit peu ton ressenti par rapport à ça, ton parcours, à tes études. C'est vrai. Bah, on a un parcours qui est très très similaire. Hein. Bon, toi, tu es parti à Madrid, c'est vrai que moi je suis parti à Valence, du coup j'étais au CEU, l'université Cardenal Herrera. Je suis parti directement après le lycée, donc je suis pas passé par la prépa, je ne voulais pas. Pour moi, c'était hors de question de passer par ça, parce que je savais qu'il y avait une solution annexe pour être veto avant. Parce que du coup c'est que 5 ans d'études en Espagne, contrairement en France où ça va être minimum 7 ans. Pour moi, très sincèrement, alors je prends en compte la vie sociale en Espagne et les études et la formation veto. Ouais, forcément. C'est vrai que c'était les meilleures années de ma vie par rapport à la vie en Espagne. Je te rejoins. On est d'accord, je pense là-dessus. Je pense que c'est génial. Je pense qu'à tous les étudiants qui ont l'opportunité de partir à l'étranger, je les pousserai toujours à le faire. Même en termes de maturité. Même en termes de maturité. Parce que c'est vrai que, alors, peut-être que certes, on est moins formé quand on sort et on est moins prêt à prendre des consultations, des cas compliqués, etc. Ça, je suis d'accord, parce qu'on a moins de pratique. En revanche, on a une maturité qui est pas 2 fois supérieure, mais qui est bien supérieure à quelqu'un qui sort ou à quelqu'un qui est pas sorti de son cocon familial, de chez ses parents, par exemple. Parce que quand on part en Espagne ou dans un autre pays, on sort de notre zone de confort, mine de rien, on part, on a 18 ans. Tu te retrouves face à toi-même. Exactement, 18 ans, complètement. Tu connais rien à la vie, tu connais rien à rien. Et tu es là, tu dois faire tes propres machines, tu dois te faire à manger, tu dois gérer tes cours, ton planning. L'université, c'est différent du lycée. Hein. C'est pas la même chose et en fait, on rentre dans la vraie vie, mine de rien. Tu commences à rentrer dans la vraie vie et tu commences à avoir des petites responsabilités. Et c'est vrai que ça te fait apprendre beaucoup de choses. Donc pour moi, l'Espagne, c'était génial, mec.
Vida Loca. La vida loca, comme on dit. Sacha. Oui. Ces derniers temps, on a vu qu'il y avait un ressenti des vétérinaires français par rapport aux étudiants étrangers qui venaient. Donc, la plupart du temps, là, c'est vrai qu'assez fréquemment, c'est en Espagne depuis peu. Ça a été quoi ton ressenti en débutant un petit peu à pratiquer? En France, c'est vrai qu'il y avait une mentalité qui était très fermée sur les écoles étrangères. Et c'était pas tout à fait accepté au début, je pense. Mais je sais pas si c'est parce qu'on nous voyait comme les gens qui ont pris la voie facile, parce que du coup on a évité ce système de prépa. Moi personnellement, je pense que la structure dans laquelle tu commences fait énormément. C'est-à-dire que quand tu as une structure qui est habituée et très ouverte à avoir des gens de l'étranger, des jeunes qui travaillent, qui sont peut-être pas très à l'aise ou moins formés, le ressenti c'est quasi comme si tu sortais d'une école française. Parce que ils n'ont pas forcément d'a priori non plus. Aucun a priori. J'ai eu plus de mal avec des propriétaires quand ils me demandaient, parce que forcément je fais très jeune, et quand ils me demandaient... Je te rejoins sur ce point-là. Quand ils me demandaient d'où je sortais de l'université, ils me disaient Toulouse peut-être, et je disais non, l'Espagne. Et ça fait un peu un blanc parfois. Ça fait un peu un blanc, les propriétaires. Alors il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont très ouverts, très intéressés. Ah alors comment c'était, etc. Qui posent des questions. Et des gens, tu sens qu'ils ont un peu un a priori sur ta formation. T'as eu un peu pareil toi comme Moi comme j'ai eu ressenti? le même ressenti. Alors c'est vrai que la plupart des gens que j'ai eu, honnêtement, étaient quand même hyper ouverts, hyper bienveillants sur ça. Pendant certains stages que j'ai pu faire pendant mes études, il y avait certains vétos qui voyaient qu'il y avait de plus en plus d'étudiants étrangers, qui venaient de l'étranger pour ensuite revenir travailler en France, qui avaient un a priori sur notamment la méthode de travail, sur la rigueur de travail aussi. Alors qu'en fait, on n'est pas forcément moins rigoureux qu'en France, mais c'est effectivement un enseignement, je pense, qui est différent, qui peut être axé sur d'autres matières. Ouais, c'est vrai que par exemple en Espagne, ils sont très axés production animale. Ouais, effectivement, animaux de rente. C'est vrai que ça, c'est un peu. Après, pour des gens comme nous qui voulaient pas du tout commencer là-dedans, c'est vrai que ça nous forme un peu moins peut-être à la clinique des petits animaux. Après, le discours que je tiens toujours, c'est que quand on prend deux personnes qui ont 18 ans, qui sortent du lycée, qui ont leur bac, une personne qui choisit le chemin de la prépa en France, qui va avoir donc 2 ans de classe préparatoire, et une personne comme nous qui est partie en Espagne directement après le bac. En fait, quand on sort, on restera toujours 2 ans en avance d'une personne qui a choisi la prépa. Et ces 2 ans d'expérience que tu prends, quand la personne sort d'une école française, au final, je pense que tu es à peu près au même niveau. Je pense qu'on arrive à peu près sur un socle d'égalité. Et puis, c'est à ce moment-là où on a réussi à rattraper, entre guillemets, la pratique que les étudiants français ont par rapport à nous. Donc, au final, je pense que c'est quelque chose qui se vaut. On va parler du coup première consultation. Quand on ne choisit pas un internat, on arrive et on est vu comme le vétérinaire qui a toutes les responsabilités. Comment s'est passé ton début? Quel type de consultation tu as pris au début? Et c'était quoi ton ressenti? Là où j'ai eu de la chance, je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur la première clinique qui t'emploie et avec laquelle tu commences. Les gens étaient vraiment super bienveillants. Ils m'ont laissé y aller à mon rythme, on va dire. Tout de suite, ne mettant pas des consultations qui étaient trop pointues, on va dire, forcément. Ouais, trop complexes. Voilà, au départ, c'est vrai qu'on commence sur des vaccins, consultations vaccinales, où il y a déjà pas mal de choses à voir avec les gens. Sur des premières visites, on peut très facilement passer 45 minutes, 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc sur ces premières consultations-là, c'était vraiment prendre le temps avec les gens. De son côté aussi, c'est important après de continuer à se documenter, de voir des conférences, de lire des articles pour élargir un petit peu et refaire un petit peu revoir un petit peu tous les domaines qu'on a déjà vus en études, mais que on a le droit d'oublier aussi de temps en temps. Clairement. Donc non, je pense que c'est un travail qui est personnel aussi et qu'il faut savoir, entre guillemets, s'infliger. Non, pas s'infliger, parce que ça marche pas. Pas s'infliger, mais après le travail, c'est vrai que c'est dur de te dire j'ai eu une journée de travail, je me replonge dans mes livres comme si j'étais un étudiant. Exactement. Parce qu'au final, tu n'arrêtes jamais d'être étudiant quand t'es véto. Et je te rejoins là-dessus. Et peu importe l'âge. Parce que peu importe le nombre d'années d'expérience, c'est un métier qui évolue tous les jours. Ouais. Et c'est ça qui est génial aussi, quoi. On en apprend vraiment tous les jours. Absolument. Dans tes premières consultations vaccinales, moi, il y a un truc qui m'a assez surpris. C'est que donc, mes premières consultes, c'était pareil.
c'était des vaccins, bien évidemment. Donc les premières consultes sont terrorisantes, mais on va en parler après. Mais, donc on te met sur des consultations vaccinales et le schéma classique, c'était je commençais un peu à prendre confiance en moi, mais parce que ça reste la base de la médecine veto, un vaccin, c'est pas très compliqué. Et en fait, quand tu as beaucoup de consultations vaccinales, tu commences à avoir beaucoup de gens qui te disent qu'en fait, il n'y a pas que le vaccin, ils ont pas mal de questions sur ci ou ça. Et là, en fait, tu te sors de ta zone de confort en vraiment quelques instants. Très rapidement, c'est là où on se retrouve dans des consultations qui durent pas mal de temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à aborder, mais par exemple, avec notamment des propriétaires dont c'est le premier animal. Ah, ça c'est... Parce que quand c'est leur premier animal, il y a pas mal de choses qui vont nous paraître évidentes, mais on peut avoir des propriétaires qui n'en ont jamais eu, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Donc, c'est là, on reviendra un petit peu tout à l'heure sur le profil de propriétaire qui est sympa à voir aussi en consultation, quoi. Ouais, on va revenir là-dessus. On parle des premières consultations, on parle des vaccins. C'est quoi ton discours par rapport à des gens qui ont leur premier animal, souvent un chiot ou un chaton, et qui souhaitent pas forcément le faire vacciner? C'est quoi ta démarche par rapport à ça pour essayer de les sensibiliser à tout ça? Par rapport à ça, alors forcément, si on a un chaton ou un chiot en consultation, ça va être différent parce qu'il y a le rapport à l'éducation dont on ne va pas forcément discuter avec un chaton, mais sur des chiots, oui. Par rapport à la vaccination, je préfère en discuter un petit peu avec les gens en parlant un peu de toutes les maladies qui peuvent, que leurs chiots peuvent attraper, notamment sur pas mal de maladies infectieuses où malheureusement on peut avoir des conséquences qui sont quand même assez importantes, avec notamment des dégâts qui peuvent être irréversibles. Donc c'est important, je pense, de bien sensibiliser les gens. S'ils ne veulent pas forcément vacciner, c'est leur choix, il n'y a pas de problème avec ça, mais je pense que c'est quand même important d'en discuter avec eux et de leur dire qu'il y a des vaccins qui existent pour justement lutter contre ces maladies-là. C'est des maladies qui peuvent être compliquées à gérer par la suite, donc il faut, je pense, l'aborder avec les gens très rapidement, sans forcément essayer de les convaincre que c'est la bonne solution, même si on sait que c'est la bonne solution pour le loulou et pour les gens aussi. Mais je pense que c'est important de parler des conséquences, notamment, de ces maladies-là. Je pense que je pense que tu vois où je veux en venir. On a eu un petit loulou il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, qui malheureusement est parti, qui nous a été présenté en consulte. Après plusieurs examens complémentaires, on s'est rendu compte qu'il était atteint de la leptospirose, qui est une maladie infectieuse. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est une maladie qu'on aurait pu prévenir avec de la vaccination. Avec la vaccination notamment, effectivement. Et le problème dans tout ça, c'est que quand on a un chien qui est malade d'une maladie comme la leptospirose, ça engendre beaucoup de frais derrière. Si on veut vraiment traiter l'animal de la bonne façon, ça engendre énormément de frais. On arrive sur des frais qui commencent à être importants parce que c'est malheureusement une maladie, en tout cas pour la leptospirose, une maladie qui va quand même être compliquée à gérer, c'est très compliqué. avec notamment des dégâts au niveau rénal qui peuvent être du coup irréversibles. Et c'est vrai que je me souviens avoir eu la discussion avec les propriétaires ils me demandaient ce qu'ils auraient pu faire justement pour mieux gérer la situation. Bon, ça passe par la vaccination. C'est vrai qu'à partir du moment où la maladie est présente, les gens ont fait absolument tout ce qu'il fallait, mais la maladie est très déterminée pour le coup. Ouais, vraiment très motivés, c'était hyper agréable de discuter avec eux de ça et d'essayer de les aider au maximum. Mais c'est vrai qu'on peut arriver sur ces maladies-là à des points qui sont justes. Donc ça, c'est pour nous rappeler quand même l'importance de ce qu'on appelle la primo-vaccination, de vacciner leur animal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à monter anti-vaccin complet. On a eu les problèmes, les répercussions du Covid, mais c'est vrai qu'il y a des maladies comme ça qu'on peut pas... Elles sont très courantes, c'est très répandu. La leptospirose, c'est une maladie qui se transmet donc par l'urine des rats. Nous, on est à Marseille, c'est vrai que c'est quand même assez plus propre. C'est quand même assez commun dans la région. On a pas mal de rats et d'eau usée, quoi. Donc à partir de là, on a une source de contamination qui est énorme. Et on doit être d'autant plus convaincant dans ces zones-là. Important de rappeler aussi que sur cette maladie-là, notamment de la leptospirose, ça reste une zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie que nous-mêmes, on peut attraper. Alors, c'est en ingérant de l'urine. Ou des plaies exactement. en étant contaminées. Mais
c'est là où, pareil, il faut aborder ce sujet-là avec les gens et leur dire aussi d'aller consulter leur médecin. Parce que c'est là aussi où on a aussi un rôle de santé publique en tant que vétérinaire, en sensibilisant bien les gens sur ça. Ouais, tout à fait. On va passer à la suite. Flo, depuis que j'ai commencé ma page Instagram, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent et qui me remercient pour les vidéos. Et ils Vidéos me qui sont demandent, géniales, d'ailleurs. Merci. Je t'en prie, mec, ça me fait plaisir. Qui me demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour intégrer une école veto. Beaucoup me demandent, ils me disent ils n'ont pas le profil pour être vétérinaire. Alors, pour les rassurer, je pense, parce que je pense qu'on a 2 profils qui sont assez atypiques et pas de la norme des vétos. Ouais, je pense aussi, effectivement. T'étais quel profil, toi, au lycée, comme élève? Alors, au lycée, je n'étais pas le plus brillant, ça c'est clair et net. Moi non plus. Voilà, je pense qu'on se rejoint sur ça. Moi, j'étais clairement plus intéressé par d'autres choses que par les cours. C'était pas forcément quelque chose qui me passionnait au quotidien, même si on n'a pas le choix quand on est au lycée. De toute façon, c'est comme ça. Mais j'avais donc pas mal de centres d'intérêt et les cours en faisaient pas forcément partie. Donc, j'étais pas le plus assidu et le meilleur en termes de notes en tout cas. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est pas forcément parce qu'on a ce profil-là au lycée que ça ne fonctionnera pas. Ah, au contraire. Personnellement, j'ai très rapidement senti la différence entre du coup, le lycée et donc le bac, pour finir, et tout de suite après le post-bac, où on arrive, du coup, alors moi j'étais du coup dans cette école-là, et où en fait tout devient plus intéressant, parce que c'est quelque chose qui nous passionne véritablement, et on a envie de faire des recherches, on a envie d'apprendre des choses de ce côté-là. Et donc tout de suite en fait le travail entre guillemets ne devient plus un travail, ça devient juste du kiff au quotidien, ça devient un plaisir d'apprendre plein de choses et de nouvelles choses sur pas mal d'espèces quoi. Ouais, ça c'est intéressant parce que je pense que c'est pas le profil classique. C'est clair que personnellement le côté prépa avec notamment pas mal d'épreuves de philosophie, de français, de maths, de physique. C'était pas forcément... c'était pas pour toi. Non, c'était pas mon profil, très clairement. J'ai été beaucoup plus pratique que ça, en fait, en tout cas. Et en fait, je m'en suis rapidement rendu compte parce que tout de suite en école, les notes ont bien suivi. Ça se passait plutôt bien. Mais c'est aussi parce que en fait, je prenais juste du plaisir à faire ce que je faisais, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait toute la différence. Mais même dans notre travail aujourd'hui, alors même si c'est dur, quand on se met à apprécier pas que des bons moments, et voir d'un autre angle ce qu'on fait, c'est sûr qu'en fait le travail il devient beaucoup plus agréable. Si on a envie de se lever le matin, tout simplement. Si on a envie de se lever le matin, d'aller rejoindre les copains au travail, quoi. C'est juste... Ça va toi? Ça va mon bro? C'est juste un plaisir, quoi, en fait, de se lever, d'aller faire son taf, de voir des cas, de voir des gens. Franchement, c'est juste un plaisir. Et après, pareil, comme je le disais déjà tout à l'heure, avec des conférences, avec des articles, continuer à se documenter, c'est vraiment super. Et surtout d'échanger aussi avec des confrères, quoi. Ouais, c'est vraiment agréable. C'est vrai que je te rejoins à 100%. J'étais pas non plus le profil type du gars qui est bon au lycée, qui en a quelque chose à péter. Très sincèrement, c'était la dernière de mes préoccupations au lycée. Alors, j'avais des bonnes notes, ça bien évidemment. Mais c'est sûr que c'était pas ma priorité numéro 1. J'avais envie de créer des choses à côté. J'avais envie peut-être de grandir trop vite aussi. Mais en tout cas, c'était plus le sport, c'était plus les copains. Forcément, on est tous passés par là. J'avais créé une petite marque de vêtements au lycée pour me sortir de ce cadre que je détestais complètement. Je suis pas du tout scolaire comme garçon. Et si tu avais justement toi un conseil aux jeunes étudiants qui sont en école en ce moment, ou alors aux jeunes qui sont en études, en prépa, ou alors qui vont tout simplement passer le bac, ou qui sont au lycée et qui aimeraient justement devenir vétérinaire, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je pense que je vais parler pour les personnes qui auront le même profil que moi, que nous. Je pense qu'il faut vraiment rester fidèle à soi-même. Parce que c'est vrai qu'au début, on aimerait... beaucoup de fois, j'aurais aimé être comme tout le monde, entre guillemets. Être le jeune véto classique qui connaît tous ses cours par cœur, etc. Aujourd'hui, je suis très fier de pas du tout être comme ça. Ça fait une force qui est quand même assez importante. Parce qu'on a des profils chez les vétos qui sont très, très similaires. Qu'on retrouve... qu'on retrouve quand même habituellement. Ouais, qu'on retrouve habituellement. Et je pense qu'en tout cas, nous qui voulons peut-être plus tard créer quelque chose, une clinique ou quoi, quand on voit genre un panel de CV qui débarquent où c'est tous les mêmes et ensuite on voit
un CV qui se démarque un peu et qui est en fait un profil un peu plus atypique comme le nôtre au final. Ouais. Je pense que ça nous ferait plaisir de voir ça. Ça peut être au contraire des CV qui sont hyper intéressants et ça peut être, en tout cas nous on le voit au quotidien, c'est juste génial de travailler avec ces gens-là, quoi. Ça fait vraiment la différence. À la base, moi on m'avait dit que j'aurais pas mon bac, donc on part quand même de là, hein. Donc Moi c'était le brevet. Je commençais à avoir des 2, 3 sur 6 en maths. voilà. Moi j'avais pas mon brevet, C'est vrai. c'est une autre histoire. Allez, c'est une autre anecdote, ça on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Donc non, c'est au départ on me disait même que j'allais pas réussir dans cette voie-là, que c'était pas fait pour moi. Pour l'instant en tout cas, Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Visiblement ça a l'air de marcher et surtout je suis content et heureux de faire ce que je fais au quotidien. Bon, ça c'est génial. Ça c'est génial parce c'est que j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a beaucoup de vétérinaires, de jeunes surtout, qui quand ils commencent à travailler, soit partent en dépression, soit en fait se rendent compte que c'est pas trop ce qu'on leur a vendu. On va en parler maintenant, mais la gestion du stress et de l'anxiété au début, elle est compliquée. On n'est pas du tout préparé à ça. En tout cas, moi, je me suis pas senti préparé à ça. Heureusement, je m'étais penché sur le développement personnel et renforcer son mental. Mais c'est vrai qu'à l'université, c'est pas quelque chose qui est abordé. En tout cas, moi là où j'étais, et je pense que on est à peu près pareil. Valence c'est pareil, on n'est pas préparé à ça. On nous prépare pas tant que ça aux consultations, tout simplement aux gens, parce qu'en fait, on a des personnes quand même en face de nous qui vont ressentir des émotions, qui parfois vont aussi être tristes parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Et c'est là où en fait, nous, on va juste être perdus face à ça, parce qu'on ne sait pas comment réagir. On ne sait pas vraiment comment forcément annoncer des mauvaises nouvelles. Au début, c'est très compliqué. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend en fait aussi sur le tas. C'est quelque chose qu'on peut avoir en nous parce que c'est dans notre caractère, c'est dans notre façon d'être. Mais après, ça va être vraiment sur le tas avec les gens, quoi. C'est là où il faut vraiment être en contact avec les gens pour ça. Ouais, parce que je me souviens que mes premières consultations, mes débuts, donc j'ai pas fait d'internet non plus. On a commencé pareil en tant que jeune généraliste. Et mes débuts, même si mes journées n'étaient pas forcément stressantes, je développais une anxiété qui était énorme. Alors, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais en rentrant à la maison, en fait, tu te refais tous tes cas de la journée. Ah oui. Tu te dis juste, en fait, est-ce que là j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment le chien va aller? Comment le chat va aller? Est-ce que dans 2 jours, est-ce que ça va être réglé? Ça va pas se régler? Forcément, au départ, c'est des sujets qui peuvent nous stresser. Et c'est là aussi où c'est important à la maison, savoir aussi décompresser aussi de temps en temps. Clairement. C'est là où on apprend vraiment, mais sur le tas pour le coup, à vraiment dissocier vie perso et vie pro. Ouais, complètement. Et quand tu rentres à la maison, alors certes, on le disait, il faut se documenter, il faut continuer d'apprendre pour s'améliorer tout simplement. Exactement. Mais il faut prendre du recul sur les cas, il faut prendre du recul sur les mauvaises expériences que tu peux avoir. C'est vrai que si tu as une expérience super, ça va pas t'affecter négativement. Mais tu peux avoir des mauvaises expériences dès le début. On va en parler, je pense, dans les anecdotes. Oui. Et voilà, il faut vraiment prendre ce recul parce que on nous apprend pas ça. Sur le terrain, on l'apprend, mais malheureusement parce qu'on y fait face. Mais on nous apprend absolument pas à gérer ni notre stress, ni notre anxiété dès le début en consultation. Complètement. Donc après, c'est là où, petit tips, personnellement, moi, ce qui m'a bien aidé, c'est tout simplement en fait recontacter les gens, prendre des nouvelles des animaux, voir un petit peu comment ils vont et vraiment avoir un retour et un feedback des gens. C'est vraiment ça qui va être important et qui va aussi nous permettre de voir comment ça évolue, ça fonctionne bien, ça fonctionne pas bien. Si ça fonctionne pas bien, c'est là où la documentation est importante parce que ça nous permet d'avoir quand même aussi un coup d'avance, quoi. Il faut rebondir dessus direct. Complètement. Parce que sinon là tu perds toute crédibilité. Complètement, on peut pas ne pas avoir de solution. C'est pas possible. Même si parfois c'est très compliqué à la trouver, il faut en avoir une. Parce Exactement. que le propriétaire attend ça du vétérinaire et que c'est ta parole de veto qui est en jeu, quoi. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles. On tourne autour de ce sujet-là, de la préparation mentale, de l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, en tout cas sur les gens qui m'ont demandé des conseils, etc. Tu penses que ça s'apprend de s'endurcir et de devenir un peu plus fort mentalement, ou c'est vrai qu'il y a des profils pour toi de personnes avec lesquelles ça ne matche pas d'être veto? Je pense qu'il y a certains profils avec qui ça va moins matcher quand même, parce que il faut quand même arriver à se créer un minimum de carapace, mais ça c'est pour nous en fait, c'est vraiment pour notre bien-être à nous, et c'est vraiment essayer d'arriver quand même à avoir un certain détachement
même si en fait on est complètement dans le cas. Complètement. Mais toujours en fait garder son calme, maîtriser ses émotions pour pouvoir justement au mieux aider les gens, quoi. Ouais. Ça, je pense que ça s'apprend. Pour le coup, Ça peut s'apprendre. Ça, je pense que ça s'apprend. Ça peut s'apprendre et avec l'expérience. C'est aussi Il y a l'expérience, voilà. mais personnellement, tu vois, je m'étais préparé. Bon, après, il y a le fait des vidéos. C'est vrai que Bien sûr. ça Et te forge quand c'est même vrai un que t'as mental vécu, qui est assez important. Parce que effectivement, quand tu bien te sûr. fais lyncher par des commentaires, bah, c'est très utile. Alors, si tous les jeunes devaient se lancer dans les vidéos, peut-être pas. Peut-être pas la meilleure des façons. Peut-être pas. Il y a un d'autre. Non. Bon, on peut éviter. Mais se renseigner sur comment gérer son stress, comment gérer ses émotions, je pense que c'est très très important avant de commencer à travailler en tant que veto. Surtout quand tu commences en tant que généraliste, parce que tu es livré à toi-même, complet. Ouais. Et puis, c'est ce qui est cool aussi aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a les outils pour ça. On a les quoi. outils, on a tout, il y a tout qui est accessible. C'est ça qui est Et ça, génial, c'est qu'on ça, peut c'est trouver un vraiment- petit peu partout. Il y a même des thèses qui sont faites sur Clairement, ça. Hein. clairement. Je pense Avec que des articles qui justement parlent du renforcement entre guillemets mental ouais, pour clairement. se préparer Il y a à. une grosse ces partie débuts. psychologique qui est hyper importante. Ah, il faut pas, et surtout, il faut pas l'oublier, quoi. Il faut pas l'oublier. Parce que en fait, très rapidement, on peut tomber dans des situations où on va être dépassé par la chose. Et c'est là justement, c'est dans ces moments-là où, où, entre guillemets, s'être bien enseigné avant et s'être préparé, c'est là vraiment que ça va nous aider, quoi. C'est vrai on parle beaucoup depuis tout à l'heure des choses qui pourraient arriver négativement et qui nous provoqueraient pas mal d'anxiété, de soucis, pas psychologiques, mais de stress. Et ça, c'est dans des consultations qui se passent pas très bien ou qui sont pas très confortables. À l'inverse, est-ce que pour toi, il y aurait un propriétaire idéal à avoir en consultation? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les gens qui viennent justement avec leur premier animal. C'est vrai. C'est mes consultations préférées, que ce soit des consultations vaccinales ou juste des premières visites, quoi. Ouais. C'est génial parce que les gens sont en demande, ce Mhm. qui est vraiment top. On voit que les gens sont de bonne volonté. Ils sont souvent à l'écoute. Ils sont très à l'écoute. Alors, ils se sont aussi renseignés de leur côté, ce Ouais. qui est très bien. Ouais, très Ce qui important. est très bien parce que, pareil, aujourd'hui, on peut avoir accès à plein d'informations. Alors, toujours pareil, sur Internet, il y a du bon, il y a du moins Il bon. y a du moins bon. Hein. Mais c'est aussi pour ça que ces consultations-là et ces visites-là sont importantes. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent vraiment demander au vétérinaire si ça, est-ce que c'est bien, ça, qu'est-ce que vous en pensez, Ouais. j'en ai entendu parler, quel est votre avis sur ça. C'est toujours agréable d'échanger avec eux sur ça, et c'est aussi super important de prendre le temps, je trouve. Ouais, clairement. Un propriétaire idéal pour toi, qu'est-ce que ce serait? Ce serait quoi son profil? Propriétaire idéal, déjà, c'est quelqu'un qui dit bonjour docteur. C'est bête, hein, mais c'est la première accroche C'est qu'on la va base. avoir avec le propriétaire. Bien sûr. Et j'ai trop vécu de moments où j'ai une tête qui fait très jeune, ou de moments où on rentre en consultation et pas un bonjour ou alors un bonjour, mais très rapide, Mhm. et le tutoiement. Et le tutoiement, c'est le truc le plus commun que j'avais au début. Et déjà, c'est compliqué de s'affirmer au début. Ouais, bien sûr. Mais ça, pour moi, ça jette un froid direct. Moins aujourd'hui, parce que j'ai pris du recul, mais les premières consultations, c'était une horreur. Donc vraiment, c'est bête, hein, mais le propriétaire parfait, c'est un propriétaire qui va être poli, respecter le fait qu'il est quand même chez un médecin qui a fait pas mal d'études et qui connaît pas mal de choses. Et quelqu'un qui est assez ouvert, dans le sens où il est intéressé parce que tu lui racontes sur son animal, et il va alors peut-être rebondir avec ses termes ou des choses comme ça. Mais ça, je trouve que c'est vraiment agréable. Ça crée une espèce d'ambiance, pas de... C'est assez chaleureux, je trouve, Ouais. d'avoir un propriétaire qui te pose des questions, et tu essaies de lui répondre de façon à ce qu'il comprenne. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'investit, quoi. Voilà, qui quelqu'un a qui envie d'en s'investit, apprendre plus. voilà, qui est pas là juste bon, je sais qu'il faut le vacciner, faites-le, et puis on s'en va. Ça, c'est vraiment et Ouais. Ben, Je sais ça nous arrive, hein. Ça c'est nous même pas arrive. faites-le, c'est vas-y, fais ça, et puis après je m'en vais. Et ça, c'est moyen, tu vois. C'est le genre de consultation où, bon, ok, Bah, très bien. tu la On bacs, voit qu'en enfin, face, on veut pas forcément voilà, discuter. tu fais ce donc, que tu as à bon. faire, et puis il y a Exactement. rien. Et ça, pour le coup, c'est pas représentatif du métier de veto. Parce qu'il y a quand même Je suis d'accord avec un toi. C'est contact, pas pour ça qu'on fait non, il y a ça, quoi. quand même un contact humain qui est assez important dans le métier. On a parlé de sujets très sérieux jusqu'à présent, des sujets positifs, mais plutôt aussi des mises en garde par rapport à certaines choses du métier. Est-ce que quand même, pour leur montrer aux jeunes, surtout qui nous regardent, que le métier de veto, c'est quand même très sincèrement le plus beau métier du monde, est-ce que tu aurais une anecdote drôle à nous raconter par rapport à depuis que tu as commencé à travailler?
Je vais confirmer un stéréotype sur les D'accord. vétérinaires qui, pour leurs premiers animaux, récupèrent des animaux qui ont été trouvés et qui ont été ramenés à la clinique. Vrai. Ça Vétérinaire comme étudiant veto. Hein, Comme pareil. étudiant en veto, Pareil. effectivement, ouais, j'avais pas mal de potes à l'université qui justement s'occupaient d'animaux. Absolument. Et c'était déjà très sympa à voir à ce moment-là. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas fait pendant mes études. Mais ça m'est très vite arrivé en tant que vétérinaire. Hein, La petite dune. la petite Dune. Dune. Dune est une chatte qui m'a été amenée par des gens qui l'avaient trouvée en fait, sur le parking de là où je travaille. À la base, elle devait passer une nuit à la maison. Et ça fait maintenant bientôt un an. Bientôt qu'elle un est an. avec moi. Félicitations. Merci. Ça fait bientôt un an qu'elle est avec moi. Elle est géniale. Voilà, C'est beau. c'est mon premier animal à moi. Donc ça fait aussi bizarre d'être de ce côté-là, d'être du côté... Du côté propriétaire. Tu passes du quand même du côté côté propriétaire et ça ouais. change quand même pas mal la chose. Ça permet de mieux comprendre. Ouais, tu je te mets pense plus à la aussi place des gens. on se met à la place des gens, Ouais. on peut discuter avec eux de visiblement pas mal de sujets aussi. Ouais, de pas mal de sujets. Donc non, c'est Puis ça vraiment rapproche. cool. Souvent ça rapproche. Forcément. Voilà, Et ça rapproche. c'est vraiment super. C'est vraiment super d'avoir pu la récupérer. Et moi, je suis très content avec ma petite Dune. Félicitations. Merci bien. Félicitations. Est-ce que toi, tu aurais une anecdote drôle un petit peu sur tes débuts ou sur ton début d'exercice? Ouais, j'en ai pas mal, ouais. J'en ai pas mal. Laquelle raconter? Franchement, on va raconter celle qui m'a mis la plus grosse gifle. Donc j'ai commencé à travailler. C'était mon 3e jour de travail, une propriétaire qui est partie en criant et sans payer. Ça annonce la couleur. Ça annonce la couleur et ça, quand bien. tu es jeune vétérinaire, que tu as zéro confiance en toi, il faut rester très solide pour l'accepter. Bon, après, pour te la faire plus dans les détails, c'est une propriétaire en fait qui était rentrée avec moi en consultation. Je devais voir ce chaton pour le vacciner et dès les premières questions qu'elle me pose, c'est mon chaton il est très agressif, il fait que mordre, etc. Bon, d'accord, on continue la consultation et au moment où je dois vacciner cet animal, l'animal bouge. Un chaton qui bouge quand tu vas le vacciner, on l'a tous eu et en fait l'aiguille peut traverser la peau. Ça, c'est des choses qui arrivent et la moitié de mon vaccin était partie dehors. Et c'était en fait la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et je m'étais fait crier dessus, littéralement. J'étais sorti pâle comme un mur en allant voir les autres vétos et les ASV en me demandant ce que je devais faire parce que je ne savais pas du tout. J'étais ailleurs. On ne sait pas gérer. En fait, j'étais ailleurs. Et en fait, cette dame était sortie. Elle était juste méchante, cette dame. Elle était sortie en disant « Vous ne savez pas faire votre métier, c'est pas de ma faute, allez apprendre à piquer. » Et ça, si tu n'as pas une force mentale assez importante, quand tu es à tes débuts, très compliqué de ne pas arrêter. Il faut savoir le gérer. Sinon, en fait, le lendemain, tu n'as juste qu'une envie, c'est rester au lit. Voilà, c'était ce que j'avais envie de faire. J'avais juste envie d'aller, de partir, quoi. Mais tu sais pourquoi après tu restes. Et c'est vrai que pour le coup, aujourd'hui, j'en rigole. Sur le coup, ça m'avait pas fait rire du tout. Je pense que ça nous est tous arrivé. Ouais. Le coup de l'injection où il y a la moitié qui part dedans et l'autre moitié qui part dehors parce que l'animal bouge. On l'a tous eu. Sur celle-là, il n'y a pas de... non, il y a pas de... Il y a des propriétaires qui le prennent très bien et qui comprennent que l'animal a bougé, que l'animal ne comprend pas pourquoi il est piqué, etc. Bien sûr. Et il y a des propriétaires qui ne comprennent pas du tout. Ouais. Et c'est là, justement, on discutait du type de propriétaire un petit peu tout à l'heure. Exactement. Ouais, voilà. Il y a certains qui ne sont pas forcément dans la discussion et dans la compréhension. Donc, bon. C'est vrai que c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, c'est très drôle. Et tu as survécu. Et j'ai survécu. Et tu as survécu et tu exerces toujours. Et on est là, tu vois. Bon, on aura abordé pas mal de sujets dans cette vidéo. C'était dense. C'était dense, c'était le premier. Les amis, merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin. Flo, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Premier invité de ce podcast. Ce ne sera pas le dernier. Il y aura de nouvelles têtes qui arriveront dans les prochains épisodes. Flo, j'espère que tu reviendras. J'espère revenir pour une deuxième. En tout cas, exactement. C'était hyper sympa on approfondira d'autres. J'ai été bien accueilli. J'ai été très bien accueilli avec un très bon café. Il était bon, hein? Très très bon. Il était bon. Très bon. Vous avez compris un peu le concept, c'est discuter autour d'un café pour que vous passiez un bon moment, tout en apprenant des choses. C'est le genre d'émission à regarder un peu sur le canapé à la maison un dimanche quand il fait pas beau. Exactement. Et moi j'ai pris que du plaisir dans ce premier épisode. C'était vraiment que du plaisir et c'est très vite à refaire. Allez, à refaire. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, ça apporte quand même pas mal de force. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. C'est ciao.